Monsieur Zimmer, brièvement. Je vais faire bref. Bon, déjà, bravo madame. Moi-même, j'ai été mentoré par deux personnes de 75 ans, un directeur financier d'une ancienne chambre de commerce et un directeur juridique spécialisé dans tout ce qui est redressement d'organisation. Et c'était marrant parce qu'ils venaient avec une feuille et un crayon et moi j'étais avec mon ordinateur. Et puis un jour ils m'ont dit, bon déjà on va commencer quelque chose ensemble, tu éteins ton ordinateur et tu écoutes. Et là j'ai appris pas mal de choses déjà ce jour-là. Mais donc du coup après je les ai invités à utiliser l'informatique pour m'envoyer des mails. Donc ça c'était juste une petite pirouette. Pour en revenir à ce que disait Jérôme, je comprends pas, moi, qu'on fasse des expérimentations. En fait, moi qui suis ingénieur, j'ai appris à faire des projets d'innovation, à manager l'innovation, à tester des choses dès le départ, sans qu'on ait besoin d'avoir un organisme public qui finance mon expérimentation. Quand on est entrepreneur, on se prend la main et puis on va sur le terrain, on regarde les choses. Et d'ailleurs, je voulais juste, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais dans vieillir, les 3 premières lettres, c'est vie, et les 3 dernières, c'est lire. Vieillir, c'est lire la vie. Donc, il faut regarder ce qui se passe, comment ça se passe, et rentrer dans la peau des gens pour imaginer des solutions. Et idéalement, le faire avec eux. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de living là, vous en avez cité un tout à l'heure, mais on fait venir des gens qui sont déjà bénévoles, qui sont convaincus de la solution. Donc, quand vous leur posez la question, est-ce que tu vas l'utiliser ? Ils vont vous dire oui. Il vaut mieux aller chez les gens, dans leur vraie vie, et puis mettre ces solutions dans leur vie pour voir effectivement ce qu'ils en font. Ça nécessite des moyens, mais c'est vrai qu'on a brûlé beaucoup d'argent et il faudrait peut-être revoir, comme le disait Jérôme, les choses autrement. Et pour madame, parce que madame a posé quand même la question de la discrimination, qui est effectivement des choses qui sont très importantes. Nous, on a lancé un groupe de travail il y a 2 semaines sur comment on augmente le pouvoir d'achat des seniors à la retraite. Parce qu'en fait, on sait quoi ? Ils n'auront pas plus de retraite. Déjà, moi, je sais que j'en aurai pas, donc comme ça, c'est réglé. On sait qu'ils ont, en tout cas en France, un patrimoine immobilier qui est estimé en moyenne à 400 000 euros. Là où en Allemagne, c'est à 200 000 euros. Donc ça veut dire que si on fait du viager autrement que le viager qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire libéré, et la retraite moyenne, elle est plutôt en dessous de 1 000 euros. Donc en fait, vous demandez à des gens de vivre chez eux, de les maintenir à domicile, sauf qu'ils n'ont pas la capacité financière pour s'acheter les solutions qui vont leur permettre de rester chez eux. Donc comment en fait on libère, et du coup ils ne réhabilitent pas leur maison, leur maison elle tombe en désuétude, elle est moins belle, etc. Elle perd en plus-value immobilière. Donc l'idée c'est de leur donner du patrimoine en libérant du patrimoine, 20%, ça va leur permettre d'avoir du pouvoir d'achat pour faire en sorte de bien vieillir dans leur domicile, puis in fine, s'ils font des achats et qu'ils la rénovent, la maison elle coûte plus cher. Donc ça, c'est des choses qui sont très vertueuses. On l'a mis en place. Les banques privées commerciales, elles réfléchissent là très sérieusement à effectivement étendre les crédits bancaires. Alors vous pouvez prendre des crédits bancaires à n'importe quel âge, sauf que le taux d'assurance n'est pas le même. Mais elles y réfléchissent très sérieusement. Pourquoi ? Parce que effectivement aujourd'hui quand vous avez 60 ans, il y a de fortes chances que vous mourriez à 85. Donc ça veut dire que 10 ans, en plus de ça vous êtes solvable parce que vous avez du patrimoine, donc on peut faire des hypothèques. Donc il y a plein de choses qui sont en train de réfléchir. Et puis la dernière chose dans ce groupe de travail, on regarde aussi les dépenses des personnes. Parce que quand vous vieillissez, vous oubliez que vous avez souscrit à un journal ou à un machin, un truc. Et ça, c'est des petits euros tous les mois que vous ne vous rappelez pas que vous devez payer. Parce que les gens qui sont derrière tout ça sont malins. Et c'est tant mieux pour eux, parce qu'il faut qu'ils soient malins pour vivre. Mais derrière, il manque quelqu'un qui va analyser, éplucher les comptes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est en fait dans les derniers moments de la vie que la famille regarde les comptes du grand-père ou de la grand-mère. Et là, on se dit, mais c'est curieux quand même ces dépenses. Toutes ces dépenses qui sont curieuses, c'est probablement des sources de pouvoir d'achat améliorées. J'étais un peu long, mais je pense que c'était important de vous parler de ces points. Je crois que M. Windlef veut réagir pour la Commission européenne. Bonjour, et je m'excuse parce que je ne parle pas très bien français. Je vais essayer en anglais. So, one more
problem I didn't hear so much mentioned before is also the change in the structure of the population, because it's not just that we're getting a lot of older people, we also have a lot of less younger people. So macroeconomically, this is also why silver economy is very important, because we will have the dependency ratio. If we don't change anything, where the number of people working against those not working will shrink from 4 to 1 on average today to 2 to 1, which is halving our working force, for example. And macroeconomically, the expenditure pattern today between 35 and 55 is where you have the maximum consumption, and then it deteriorates. So if we don't manage to shift that consumption in the later years, our economies will, the GDPs will shrink simply. So I think that's also why I think silver economy is of course about health and so on, but it's also about macroeconomics and the changing structure in society. So I think that's also why it's a political issue. It's a commercial issue, but it's certainly also a political issue. The labor force will shrink, and then you will have to see politically whether you think through efficiency with robotics that you can increase productivity, but then you will have a political issue about redistribution of wealth in society. So that's why I think silver economy is very important, also macroeconomically and politically, and then below that we can see of the different issues of keeping people longer in meaningful employment, either paid or unpaid, dealing with the health and social issues, which are very important. And the GDP, we spend 10% of GDP on health and care today, and if we don't change the way we organize care, this will grow by 4 to 6% between health and long-term care, and our economy will not grow. So unless we solve that problem and at the same time secure an equitable access to care, because we run a very big risk that we will exclude some people from access to a minimum level of good quality of care. So I think that's also why we need to mobilize innovation, but we also have, say, the political organization of care, because we heard stories that innovation is used to lower cost and lower quality, and in fact innovation is neutral in the sense it gives possibilities, but it's a political issue and how you use that. We have demonstrated, for example, that if you invent in good, say, safe home occupation, you can save up to 30% of emergency room admissions, which will allow you to lower your hospital budgets. But unless you find ways of refinancing the investment into improving the home environments politically, it will not fly. So I think that's also why innovation is there, but you need the political, re-engineering to actually be able to benefit, and also to have a society that is really fair. So it's just an entry point when we discuss, because I think sometimes we end up only discussing the health issue, but in fact it is really a big political and macroeconomic issue. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va aborder rapidement. Par rapport à ce problème macroéconomique, il est important de garder le capital humain et l'impact sur le travail, parce que la croissance doit générer du travail et de l'emploi. Et donc, si on investit dans la silver economy, je pense qu'il est important d'avoir également cette labellisation. Ça existe maintenant, des fonds d'investissement qui ont un label sur l'impact positif au niveau du marché de l'emploi. Et je pense que la silver economy doit également tenir compte de cette création d'emplois. Merci. Nous allons aborder la deuxième thématique de ce débat, le vieillissement de la population. Quels nouveaux métiers voit-on apparaître en lien avec le bien vieillir, et quel impact des nouvelles technologies dans l'accompagnement des aînés? Alors, pour évoquer ces nouveaux métiers, tourner vers Philippe Ledan. Philippe, tu as, au niveau de la grande région, pas mal travaillé, étudié un peu la silver economy, mené une réflexion. Dans ce cadre, tu as évidemment rencontré beaucoup d'acteurs. Alors, peux-tu nous dire quels sont les métiers, les nouveaux métiers dont a besoin le secteur, et ce en lien avec le bien vieillir? C'est un métier politicien. Ça va, je suis à la place du ministre de l'économie, donc c'est...
Alors c'est une question assez vaste. C'est vrai qu'au niveau du groupe de travail du sommet politique, il y a différentes thématiques qui ont émergé, comme notamment de mémoire l'habitat et la santé et la formation. Alors je pense qu'il y a deux volets. Le premier, c'est qu'il y a des métiers existants qui vont devoir évoluer, qui évoluent déjà de par la digitalisation d'un certain nombre de domaines, des métiers qui soient liés à la santé, la construction et la domotique. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la nécessité, beaucoup plus que maintenant, de la formation des jeunes, de la formation continuée en entreprise. Parce qu'on sait que d'ici une dizaine d'années, le temps qu'un salarié va passer dans son entreprise à se former compte tenu de l'obsolescence programmée des connaissances, ça va représenter, suivant les métiers, entre 5 et 10% de son temps de travail. Donc c'est un enjeu, la formation, qu'elle soit chez les plus jeunes, mais tout au long de la vie, c'est un élément important. Donc il y a des métiers aujourd'hui qui évoluent déjà. Moi je connais à Namur, pour prendre un exemple très concret, un bureau d'études, ils sont une dizaine d'architectes, et par rapport à cette problématique de la maison de personnes âgées, en fait ils ont trouvé des systèmes on sépare la maison en deux de manière verticale, et ça veut dire effectivement qu'on reconfigure le bien pour que la partie qui est laissée à côté puisse bénéficier soit aux enfants, puisse générer un revenu locatif. Et donc, il y a des choses déjà qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a les nouveaux métiers. Alors ça, évidemment, personne n'a une boule de cristal, mais on sait que l'impact du digital va forcément amener des nouveaux métiers à une vitesse très importante. On a vu Roméo et l'autre robot de Benjamin. C'est vrai que la robotisation amène aussi des besoins nouveaux en termes de connaissances, mais de manière plus large. Pour faire le lien aussi avec l'évolution de l'économie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 70% du PIB européen, c'est de l'activité de service. C'est de l'activité de service. On parle beaucoup aujourd'hui du développement de l'économie de la fonctionnalité. Et aujourd'hui, beaucoup de développement lié à la personne âgée, c'est de l'économie de fonctionnalité. C'est du service autour d'autres services ou de produits qui sont construits. Et donc, par rapport à cet aspect-là, on a parlé tout à l'heure d'information. Je pense que c'est un élément clé. À la fois, il faut faire savoir ce qui existe, mais il faut aussi pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Et alors, il y a peut-être un nouveau métier, et je terminerai par là de manière un peu anecdotique, c'est qu'il y a un nouveau métier qui est le métier d'accessologue. Alors, c'est un métier qui n'est pas très connu, c'est rendre simple des choses compliquées. Alors, ce n'est pas nécessairement lié aux personnes plus âgées. Moi, j'ai ma fille qui veut un smartphone, un iPhone 5 ou 6, mais elle va utiliser 10% de la capacité du... Et je pense qu'aujourd'hui, le véritable défi, c'est pas tellement d'offrir des choses, parce que technologiquement, toutes les possibilités existent. Il y a le problème du financement, mais il y a le problème de l'utilisation de ce qui va être développé. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu très important. Est-ce qu'il faut miser sur des nouvelles filières de formation ou bien voir des formations de niche? Les deux. Allez, prenez l'exemple je sors un tout petit peu du débat, mais prenez l'exemple aujourd'hui des garagistes et des carrossiers. Quand ils ont des gens qui entrent chez eux, il faut qu'ils les reforment pendant 1 an, parce que le système scolaire aujourd'hui ne prévoit pas les machines dernier cri qui sont aujourd'hui utilisées dans pratiquement tous les garages et les carrosseries. Donc la formation, d'une manière générale, ça doit être un pilier du développement, notamment des jeunes, mais ça a aussi un impact très important demain dans le cadre de la formation continuée, qui est un élément clé pour les pays comme les nôtres de rester, entre guillemets, compétitifs. Et donc, je ne sais plus quelle était la question, Philippe. Voir s'il fallait une formation spécifique, formation de niche, ou bien travailler sur la filière formative en général. Non, je pense qu'il faut investir dans tous les niveaux de formation, et il y a effectivement aujourd'hui des formations qui se spécialisent, notamment des formations qui touchent à toute cette économie de la fonctionnalité, les évolutions digitales et autres, la robotique, la robotisation. Aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement de développer de l'innovation, c'est de trouver les personnes qui seront formées pour utiliser ces machines, parce que le robot ne va pas remplacer intégralement l'être humain, et il ne doit pas le remplacer, il est évident, ça reste un moyen. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit il y a des problèmes de main-d'œuvre. On parle de chômage, mais moi je voudrais qu'on parle d'emploi. Il y a de l'emploi disponible, mais aujourd'hui, il y a effectivement un écart qui n'est pas neuf, mais qui grandit à la mesure de l'accélération du progrès technologique sur le marché de l'emploi, entre la demande des organisations, pas uniquement privées, publiques, les mutuelles, je dirais, il y a vraiment un gros décalage, et je pense que ça pourrait être en lien avec une problématique comme la cyberéconomie, puisqu'on a dit qu'elle était très fédératrice. Je pense que sans formation, on ne créera pas une véritable filière.
Ok, merci. Je vais revenir vers Madame Parent et Monsieur Pigné dans un instant, mais Madame Bunnen, il y a 2 secondes, Philippe Ledon parlait de ces architectes, de voir comment concevoir un bâtiment. Est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire l'accompagnement des aînés et l'adaptabilité des logements, est-ce que dans le monde de la construction, on a déjà mené une réflexion aboutie, si je puis me permettre? Oui, alors je vais commencer par dire ce que je fais et qui je représente. Donc ici, je représente le cluster CAP 2020, qui est le cluster wallon qui rassemble les acteurs de la construction au sens large, c'est-à-dire les architectes, les entreprises de construction et les producteurs de matériaux et de technologies dans la construction. Ma propre activité, je l'ai baptisée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Build for Next Generation. Donc, j'ai pas trop pensé aux aînés. Moi, j'ai plutôt pensé aux plus jeunes qui devraient occuper des bâtiments qu'on est en train de construire maintenant. Et qu'est-ce qu'on va léguer à la prochaine génération? Est-ce que ce seront des bâtiments qu'il faudra démolir parce qu'ils ne correspondent plus du tout aux besoins d'ici 20 ans? Ou est-ce qu'on va réfléchir à faire des choses, à construire des choses qui auront encore un sens plus tard? Et ça suppose de construire des bâtiments qui sont adaptables et évolutifs. Alors, pour revenir, donc, est-ce qu'il y a eu au sein du cluster CAP 2020 une réflexion sur la silver economy? Pas à ma connaissance, parce que quand on a cherché un expert, on est venu chez moi qui ne suis pas experte. Donc, j'ai supposé que ça tombait un peu dans le champ global de tout ce qui est construction durable. Le cluster se dirige aussi, a démarré sur la construction durable, se dirige plus vers les smart cities, etc. Donc, avec effectivement des liens vers la domotique et d'autres facilités. Mais si on se penche un peu sur la manière dont on peut gérer l'habitat pour les aînés, donc quand on vieillit, je pense qu'on a 3 possibilités. On peut déménager, et là on a plusieurs solutions, notamment les résidences-services ou éventuellement des villages seniors. Ça n'existe pas encore chez nous, on voit ça ailleurs, dans d'autres pays. On peut aussi décider d'aménager son logement, donc on en a parlé tout à l'heure et je vais revenir là-dessus, ou décider d'être aidé chez soi et alors développer toute une série de services qui vous permettent notamment de faciliter la maintenance d'équipements qui deviennent de plus en plus complexes et qui nécessitent l'intervention de corps de métiers différents auxquels, plus on vieillit, on a toujours un peu peur d'être confronté parce qu'on risque de se faire avoir parce qu'on n'y connaît pas grand-chose et qu'on a un petit peu peur de l'homme à tue-fer qui va venir vous fermer un robinet en faisant semblant qu'il vous a résolu votre problème d'électricité. Donc, il y a quand même une méfiance à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a certainement un besoin d'avoir des contrats de maintenance plus global qui permettent à quelqu'un de rester dans son logement tout en étant un peu délivré de ces soucis matériels qui sont liés à la maintenance du logement. Maintenant, pour revenir sur les aménagements, donc on a bien dit tout à l'heure que c'était important de ne pas répondre aux besoins d'un public imaginaire, mais plutôt de se renseigner sur les besoins réels des aînés. Alors moi, je n'ai pas fait ma petite enquête. J'ai été lire un petit peu ce qui existait à gauche, à droite, puisqu'on n'a pas vraiment eu de groupe de travail sur ce sujet dans le cluster. Et je vois que plutôt que d'aller vers la domotique qui est citée comme un besoin, mais pas nécessairement en priorité, on se rend compte que les besoins qui sont le plus souvent cités, c'est par exemple équiper avec des mains courantes certaines pièces, avoir une rampe d'accès extérieur au logement qui remplacerait des escaliers à descendre ou à monter, avoir éventuellement une facilité pour ouvrir et fermer les fenêtres,
Alors évidemment, ça c'est un exemple, ouvrir et fermer les fenêtres, on peut imaginer, et c'est tout à fait faisable à l'heure actuelle, d'installer la domotique nécessaire pour que vous ayez un signal si jamais vous quittez votre logement et qu'il y a une fenêtre qui est restée ouverte. Donc ça, ce sont des solutions qui existent. Maintenant, encore faut-il les financer. On a expliqué est-ce que c'est nécessairement la priorité. Donc des choses beaucoup plus élémentaires et simples à faire, c'est installer un système, une surface antidérapante, ou peut-être remplacer dans une salle de bain une baignoire par une douche de plein pied. Donc il y a des tas de besoins comme ça qui sont qui facilitent la vie dans son habitat et qui ne sont pas nécessairement liés à la domotique, même si pour certains la domotique peut faciliter les choses. Alors, on peut effectivement aider les personnes à définir un peu le cahier des charges de ce qu'ils souhaitent. Et une des directions possibles, c'est de regarder un peu quels sont les équipements qui gênent dans le logement, quels sont les équipements qui n'existent pas et qui seraient utiles. Au niveau de l'immeuble, quels sont les obstacles qu'on rencontre dans l'immeuble ou autour de l'immeuble, quelles sont les possibilités éventuellement d'avoir un banc ou pas un banc, enfin, de regarder aussi dans le contexte de l'environnement du bâtiment. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de publications récentes en Wallonie sur des guides d'adaptabilité des logements. Et je remarque que c'est souvent lié à l'accessibilité en fauteuil roulant. Mais en fait, les personnes âgées, elles n'ont pas nécessairement des fauteuils roulants, quoi. Donc, c'est une faible proportion de cette population, peut-être un rapport de 1 sur 10, je ne sais pas exactement, moi je n'ai pas de statistiques, donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des couloirs hyper larges, d'avoir des zones où il y a moyen de faire tourner un fauteuil. Donc il y a moyen d'avoir quand même toute une série d'adaptations qui soient plus directement utiles à des personnes qui ont simplement besoin de se déplacer peut-être avec une canne et comme je dis, qui ont peut-être des difficultés à descendre un escalier ou à le monter. Donc ce sont des autres possibilités à développer. Maintenant tout ça, ce sont des petits métiers, je vais dire. C'est pas ça qui va révolutionner le secteur de la construction. C'est pas là que tout à coup les acteurs de la construction vont trouver des sources de développement économique. Mais par contre, et alors c'est pour ça que j'aime bien l'exemple que monsieur a cité là, de son bureau d'études ou d'architecte qui réfléchissait à comment faire d'un logement familial initial qui pouvait abriter une famille, le séparer en plusieurs parties. De l'aveu même des promoteurs que je consulte pour voir un peu ce qu'ils veulent prioriser au niveau de ce qu'ils veulent faire dans la construction durable, on regarde toute une série d'indicateurs, que ce soit en mobilité, en énergie, en environnement physique, humain, etc. L'environnement humain est très important. Et au niveau des matériaux et des solutions constructives, c'est important aussi. Ce sont deux axes. L'adaptabilité fonctionnelle et l'adaptabilité constructive, deux axes qu'ils me disent qu'ils ne prennent pas en compte la plupart du temps. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir tout au début d'un projet. Parce que sur un bâtiment existant, c'est quelque chose qui n'est pas évident à transformer si au départ on n'a pas prévu que ce serait transformable. Et donc il y a des solutions qui sont à développer. On peut certainement travailler dans cet axe-là pour mieux faire prendre conscience qu'on a tout intérêt à, par exemple, imaginer des immeubles de logement collectif où on ne fige pas les surfaces qui vont être consacrées à une cellule familiale ou à un couple ou quoi, mais qu'il y ait plus de possibilités d'installer des cloisons qui ne sont pas des murs porteurs et qui vont pouvoir être déplacées à peu de frais par la suite. Bien sûr, il y a toujours les systèmes liés aux salles de bain, enfin tout ce qui est alimentation en eau et lié aux équipements de cuisine qui doivent être quelque part fixés. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ces deux axes-là, l'adaptabilité fonctionnelle et l'adaptabilité constructive. Et ça permet
de réfléchir à ce qu'on appelle le design pour tous, c'est-à-dire ne pas concevoir quelque chose en se disant ça, ce sera bien adapté aux aînés ou à des jeunes couples avec enfants, mais au contraire, mais quelqu'un l'a cité tout à l'heure, avoir imaginé des logements qui pourront évoluer en fonction du public qui va l'habiter. Et donc ça, c'est essentiel. Donc il y a quand même encore un peu de chemin à parcourir, manifestement. Le chemin a peut-être été parcouru dans le domaine des technologies. Monsieur Legros, vous êtes consultant en Silver Technology. Alors, en Silver Economy, pardon. Parlez-nous des technologies, parce que là, il y a du boulot qui a déjà été abattu. Voilà. Mais d'abord, juste un mot de présentation pour dire un petit peu qui je suis et d'où je viens, parce que, paradoxalement, depuis 20 ans, je suis au service du handicap lourd. Donc président administrateur délégué d'une résidence hospitalière à Lennox, à Ottignies. Voilà, donc cette innovation sur le handicap, donc frère d'une sœur handicapée mentale qui est mon aînée, fils d'une mère de 84 ans. Enfin, j'aime le dire parce que, ayant 59 ans, étant d'une famille clanique, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans avec 4 générations dans la même maison. Donc je suis l'incarnation, là je parle de culture wallonne, puisque nous sommes en Wallonie, ça pourrait être ailleurs, dans une tribu bantoue peut-être, parce que tout cela est très commun à l'homme dans sa structure familiale. En tout cas, j'ai quand même envie de remettre ça en avant d'abord. La culture. Donc comment nous vivons les uns avec les autres. Bien sûr, je l'ai écrit moi-même sur une carte de visite, Silver Economy, mais avant tout, il y a de l'humain. Je veux dire, je ne stigmatise pas l'âge. J'ai de grandes références. Je fus acteur et metteur en scène. Quand je rencontre Alain Cuny à Paris, à l'époque, qui est très âgé, un peu avant sa mort, voilà, c'est une très grande richesse. Voilà. Mais un jeune acteur au Conservatoire de Liège, c'est une très grande richesse aussi. Quand il a 22 ans et qu'il aborde, qu'il découvre Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Bon. Donc voilà. Donc tout étant, voilà, je parle de culture au départ. Attention de ne pas stigmatiser. Attention de respecter chacun, de partir de la personne, de son choix. Et peut-être que derrière cette Silver Economy, nous avons l'opportunité, sociétalement au sens large, et bien au-delà de la Silver Economy, de redéfinir un vivre ensemble. On a parlé de démocratie tout à l'heure, pardon. C'est évidemment un discours politique au sens ancien du terme. C'est peut-être une grande chance de redéfinir ce que sont nos valeurs de vivre ensemble, qu'on articule ces réponses demain avec de l'entreprise, du marchand, non marchand. J'en suis également l'incarnation. J'ai 2 sociétés marchandes. Je suis président également de 2 fondations d'utilité publique sur le sujet de la personne en situation de dépendance. Je crois qu'Unita Multiplex, on peut vraiment transformer l'essai de ce vieillissement de nos populations dans une plus-value pour chacun et pas seulement pour les aînés. Voilà. Là, je pense que c'est vraiment très important. Alors bon, vous m'avez posé la question des nouvelles technologies. Oui, c'est vrai que voilà, depuis 1 an, je suis avec une start-up de Lausanne, avec Polytechnique de Lausanne, avec Polytechnique de Zurich. On est sur l'intelligence artificielle, on est sur du capteur de mouvement, mais ça peu importe, tout le monde en fait. La montre, machin, voilà. Ma mère est équipée. C'est le premier domicile wallon, belge d'ailleurs, équipé. Elle est connectée au serveur à Lausanne. Voilà, sur mon portable, j'ai ses habitudes de vie. L'intelligence a appris ses fonctionnements de vie pendant une quinzaine de jours. Et puis quand elle y déroge, j'ai pas de l'alerte d'urgence, j'ai de l'alerte de prévention. Donc je peux lui téléphoner pour lui dire pourquoi n'es-tu pas sorti? Tu es sorti moins ces 3 derniers jours. Il faisait plus froid. Voilà. Donc on peut dialoguer avec un outil. Ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils qui donnent une information sans doute plus objective. On pourrait parler également, mon voisin, on a un peu échangé tout à l'heure, il y a l'hôpital de demain aussi, ça ne concerne pas que la personne âgée. Je crois que l'hôpital tel qu'on le conçoit aujourd'hui est déjà devenu obsolète. Quand je vois des projets pour 2020 d'architecture, je trouve ça de la folie furieuse, on n'en a plus besoin. Donc on sera également au domicile, donc tout cela va changer. Appel au pouvoir public de faire une transversalité également avec l'urbanisme, avec, voilà, il y a cette résistance au changement. J'avais à l'époque, après ce bâtiment Belgium Building Award que j'avais fait en
2007 pour le handicap. On parlait d'archithérapie, Kertou entièrement transparent, enfin très shinto dans la forêt, etc. Mais oui, c'est de la culture aussi. On m'avait demandé, ben voilà, est-ce qu'il y avait un très beau projet en Wallonie de décloisonner les masters, parce qu'on parlait d'éducation tout à l'heure, et de dire est-ce qu'on peut, voilà, sur cette exemplarité, est-ce qu'on peut la transposer ailleurs? Je dis certainement pas les solutions parce qu'elles sont singulières, c'est la réponse singulière dans un contexte déterminé, dans une histoire déterminée. Par contre, on peut peut-être travailler à transposer une méthodologie d'approche. J'avais appelé ça, ce projet, dessine-moi un mouton, ou la question posée à l'architecte. C'est-à-dire que, comment trouver le bon architecte, comment trouver le bon partenaire. Tout ça est très simple, vous savez, j'ai un besoin. Il faut d'abord l'identifier, ce besoin, de quoi j'ai besoin. Puis je vais chercher la solution et je vais... voilà. J'ai envie de revenir à des choses très simples en même temps, très très fondamentales, qui sont vieilles comme le monde. Donc c'est paradoxal, on parle d'innovation et en même temps j'ai envie de réévoquer les compagnons, l'abbaye cistercienne. Voilà. Voilà, je ne sais pas si... je réponds à la question, mais voilà, par exemple, nous sommes avec une délégation wallonne à Lausanne, là, pour 2 jours. On est en visite à Yverdon sur de l'habitat intergénérationnel, Alzheimer étudiant. On est avec Polytechnique, on est sur du projet avec des neurologues du CHU, de Lausanne, de Montréal, sur un projet européen Horizon 2020 sur la démence, etc., etc. Je veux dire, mais peu importe ces projets, ce ne sont que des parties peut-être visibles, événementielles, d'une même réflexion fondamentale. Voilà, mais je pense qu'il faut de la transversalité. Il est grand temps en Wallonie, je le pense, de créer des espaces où nous puissions parler les uns avec les autres. Voilà. Merci. Vous évoquiez il y a un instant avoir dialogué quelque peu avec Jean-Bernard Gillet, qui est directeur médical à Bruckmann. On l'a dit tout à l'heure, on essaie de maintenir au maximum les personnes chez elles, mais il y a des jours où il faut les encadrer d'une autre façon. C'est notamment le cas des hôpitaux. Alors, Monsieur Gillet, dites-nous un peu l'e-santé, l'hôpital connecté de demain, ça va ressembler à quoi, ça va être quoi exactement? Je suppose que j'ai 5 minutes. Non, d'abord, vous dire que moi, évidemment, je peux parler de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire l'hôpital et les urgences, parce que j'ai quand même 30 ans de médecine d'urgence derrière moi, et que je suis directeur médical d'un hôpital. Mais ça, c'est les soins de santé. La santé, c'est beaucoup plus que les soins de santé. Et on dit même que la contribution des soins de santé à la santé d'une population, c'est 20-25%. Donc, avouez ma modestie, quoi. En même temps... Mais je précise que votre expertise est reconnue. Ouais. Enfin, parce qu'elle est modeste, alors. Mais en même temps, 30 ans d'urgence, ça vous met face à un certain nombre d'évolutions de la société, entre autres cette explosion des urgences. Et quand vous voyez un accident vasculaire cérébral qui arrive et qui arrive trop tard, je ne sais plus si je dois dire aîné, plus âgé, enfin je ne sais plus quoi, mais c'est quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, qui a une hémiplégie et qu'il arrive trop tard, et que vous dites, s'il m'avait appelé avec ça, et je lui aurais dit, et j'aurais vu, et on aurait gagné les 3 heures, et on aurait gagné 20 ans d'hémiplégie, alors on se dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et au fond, les technologies, les nouvelles technologies, c'est ça la question, à l'hôpital, bon, d'abord à l'hôpital dans le contexte qui est connu, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc la mission est très claire pour un directeur d'hôpital, c'est il faut en faire plus avant l'hôpital et plus après l'hôpital. Et d'une manière générale, c'est plutôt ce que les gens souhaitent. Ils n'aiment pas trop d'être à l'hôpital et c'est sain qui n'aiment pas trop d'être à l'hôpital. Donc ça, c'est la mission du directeur. Et puis après, quand on arrive, et si je prends l'exemple des urgences, que je connais mieux que d'autres, vous prenez l'accident vasculaire cérébral, vous prenez la décompensation cardiaque. Il y a des tas d'études qui ont parfaitement démontré que si vous vous pesez tous les jours quand vous avez un problème cardiaque chronique, eh bien, on peut détecter par ce poids, corrélé avec juste le rythme cardiaque, on peut détecter que vous n'allez pas bien,
qu'il faut adapter votre traitement. Et quand vous faites ça, vous évitez les réadmissions à l'hôpital. C'est spectaculaire. Alors, c'est pas simplement que ça épargne de l'argent. C'est peut-être pas malin pour l'hôpital qui aurait peut-être intérêt à ce qu'il revienne. Ça, c'est un problème de modèle économique du financement de l'hôpital. Mais ça, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'il reste à la maison. Et que, parce qu'on a vu qu'il avait pris 1 kilo, puis 1 kilo, puis 1 kilo, eh bien, qu'on doit adapter son régime, qu'on doit peut-être augmenter les diurétiques, etc., que le médecin traitant doit venir. Bref, ils ne doivent pas venir aux urgences. Donc, en fait, le raisonnement d'un urgentiste, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'il vienne. Et j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à faire ça. Et donc, si vous prenez l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, même la méningite du bébé, je veux dire, Dieu sait que c'est grave, ça. Vous dites qu'au fond, les technologies nous mettent des outils à disposition et qu'on n'est pas en train d'utiliser de manière optimale. Et moi, je ne suis pas du tout un fan de la technologie, mais parce que ma tante m'a téléphoné en disant, je ne sais pas quoi, ou bien la fille de ma tante a téléphoné en disant, tu sais quoi, elle n'est pas très bien, mais... Et puis, je dis, passe un peu sur Skype, et c'est fait. Je dis, va vite, et va vite là, et c'est là qu'on fera bien. Alors là, indépendamment du calcul économique qui appartient à ceux qui sont experts dans le domaine, mais moi et elle, je pense que, je ne sais pas si c'est un besoin, ou, enfin, c'est quelque chose de bien, quoi. Et donc là, on a une responsabilité. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir cette technologie, comment est-ce qu'on la rend possible, accessible à tout le monde. Vous connaissez l'histoire du sang en Belgique? L'histoire du sang, hein, ce fameux numéro d'appel unique. 3e pays au monde à l'avoir mis en route. Ouais, c'est le ministre de l'Intérieur belge qui rentre chez lui un soir et puis qui tombe sur un accident où il y a un mort et 2 blessés graves. Et il cherche à appeler les secours. Et il va mettre 3 quarts d'heure d'abord, il va entrer dans une maison, il n'y a pas de GSM à l'époque, 156, et puis il trouve un téléphone et il dit, maintenant je téléphone, j'ai la technologie. Il n'a pas le numéro. On met le numéro 100 en route, numéro unique, etc. Et puis on crée toute une structure. Et moi, ce qui m'intéresse dans la technologie, ce n'est pas la technologie, parce que ça, faire des inventaires de tout ce qui est possible, on peut y passer la nuit ou le week-end. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans la vie de tous les jours, accessible au plus grand nombre. Et il se trouve qu'on a fait ça avec le 156. Je suis par hasard président du Conseil national de l'aide médicale urgente. Il y a 3 ans qu'on a dit au ministre, dans une déclaration, on a envoyé ça à des euroformateurs, attention, on est capable de traiter la voix, on n'est pas capable de traiter les données numériques. En Belgique, vous appelez et vous pourriez avoir envie de dire l'accident, il est comment et envoyer une photo, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas ça qui permet à l'opérateur de se décider. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une ambulance et il l'amène aux urgences. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Mais si d'y avoir passé 5 minutes de votre temps ce matin, ça pourrait vous convaincre qu'il faut peut-être mettre un peu de push sur le système, moi je serais vraiment très très heureux. Et c'est peut-être ça le message principal. C'est que... Alors est-ce que la technologie, parce que c'est quelque chose qui m'importe aussi, est-ce que la technologie détruit l'humain? Mais certainement si on n'en occupe pas. Si on la refuse, elle vous tombe de toute façon dessus, elle est exploitée par ceux qui ont les capacités de le faire et qui ont les codes. Les codes culturels, les codes moraux, les codes financiers, Donc c'est important de le mettre dans le débat public. Parce que demain, si par exemple, moi je mets en route un système pour éviter que les décompensations cardiaques qui sortent de mon hôpital reviennent tous les 10 jours par les urgences parce qu'ils ne sont pas bien suivis à domicile, si on met un système en route, j'ai envie que ça soit accessible au plus grand nombre. Et alors, là, je voudrais rajouter quelque chose qui est typiquement casquette urgentiste. Vous pouvez mettre du monitoring à domicile, chez les gens qui sont fragiles. C'est possible. La technologie, elle est là. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer les signaux d'alerte, d'urgence, vous n'avez personne qui a envie de recevoir ces signaux. Si, par exemple, vous prenez quelqu'un qui fait des problèmes neurologiques style crise d'épilepsie, et vous savez que vous avez des petits chapeaux qui sont équipés de capteurs et qui envoient, etc. Ce signal, il arrive où? Ce n'est pas neutre comme question. Parce que s'il arrive le vendredi à 5 heures dans mon hôpital et qu'il n'y a plus personne pour le regarder, on attend le lundi matin.
qu'est-ce que... Effet net. J'ai interdit aux neurologues de mettre le système en route parce que la responsabilité, jamais mon assurance va accepter de faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lorsqu'on met des monitorings en route, qui aident les gens à faire une détection précoce de ce qui doit être détecté. C'est-à-dire, ça, c'est l'urgence. Hein. Les urgences, ce n'est pas les critiques. Il y a une grande confusion entre les urgences et les gens critiques. C'est quoi une urgence? J'ai l'impression que je ne vais pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est critique. D'ailleurs, dans la majorité des cas, ce n'est pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un vrai professionnel qui peut vous rassurer en disant « ça, c'est effectivement, on ne peut pas perdre du temps, il faut aller très vite, 5-10%. C'est grave, ce n'est pas urgent, on va vous remettre dans un circuit, et puis le reste, on peut... » Donc, si on n'a pas dans le système de détection une rapidité pour justement prendre worst case scénario, c'est-à-dire ce qui se passe de manière plus grave, vous ne faites pas. Donc, ça veut dire que l'État, dans ma conception des choses, doit mettre en route un système qui permet de capter ça et puis de redistribuer le reste. Parce que sinon, ça ne se mettra pas en route. Donc voilà, moi, la technologie, elle ne me fascine pas, mais elle m'aide. Elle pourrait m'aider de manière incroyable. D'ailleurs, beaucoup de mes amis savent que ça ne sert à rien d'appeler le 112 parce que s'ils veulent avoir un avis sur une photo, sur un truc qui gonfle, sur une petite tache, peut-être un purpurage chez un enfant, ou bien ma maman qui ne prend pas ses médicaments, eh bien, il faut avoir un système d'alerte. Et donc, il faut être connecté au système d'alerte. C'est une des conditions fondamentales pour le système de monitoring. Alors après ça, je vous dirais aussi effectivement que 95% des patients qui séjournent dans les services de gériatrie sont passés par les urgences. Ça permet de réfléchir un peu. Ça fait quand même 400 à 500 000 personnes par an en Belgique. Que 15 à 20% de ces personnes âgées viennent pour un problème de quoi? Iatrogène, c'est-à-dire généré par les traitements et les médicaments qu'ils reçoivent, parce qu'ils ne les prennent pas ou bien qu'ils en prennent trop, et que donc il y a du boulot. Merci. Merci, professeur Vinet. Monsieur Legros voulait réagir et je voyais qu'il acquiesçait, donc... Oui, très brièvement, parce que effectivement, alors que je parlais de la Suisse tout à l'heure et de Domo Safety, qui est cette start-up de Lausanne, des capteurs, tout le monde en fait. Vous savez, on était avec les Finlandais, avec Ibernex, on était avec tout le monde. Ça fleurit... Pardon? Oui? Guillaume Dupaquier? Oui, ben voilà, on est dimanche, on est très très liés. Et on va développer quelque chose entre la Belgique et eux. Voilà, on est en chemin. De façon très très étroite. Toute la problématique, c'est la remontée de l'information, effectivement, qui la lie. Alors, à différents niveaux, on parlait de nouveaux métiers tout à l'heure, des aides, des soins à domicile, on parle du médecin, du généraliste, on parle de l'urgentiste, on parle du spécialiste. Je veux dire, si on est en début de démence, Alzheimer, Parkinson, etc., bon, le neurologue. Donc, on ne parle pas de l'urgence donc ici, hein, donc il faut bien serrer. Mais donc, comment on construit cette information? Actuellement, Domo Safety vient, ils sont déjà avec LG, hein, on a déjà les produits medical device, on vous prend... voilà, je viens de le faire à Wands avec notamment les mutualités chrétiennes, avec David Liénard. On lui montre, on ouvre la petite boîte, hein, on est bien sûr avec le rythme cardiaque, avec le taux de glycémie, avec tout ça dans l'application, ça remonte automatiquement sur, voilà, on a un track record sur 6 mois pour les maladies chroniques, etc. Donc ça offre d'énormes capacités. C'est medical device, c'est approuvé. Bon, voilà. C'est un peu nouveau ici, évidemment. Mais ça ne prendra jamais, et là je vais redire ce que vous dites. D'abord, il y a toutes les notions de confidentialité, qui lit et qui lit quoi. D'accord. Où est-ce que ça se met en mémoire aussi? Comment est-ce que ça suit un dossier médical? Par ailleurs, combien ça coûte? Et dernièrement, c'est quoi l'urgence? Là, je suis avec Télésecours pour le moment pour l'urgence domicile. Madame Laurent, ici en Belgique, je crois que tout le monde connaît. Hein, c'est Tunstall qui est là. Tunstall réagit mal. Boum, on va les foutre. Enfin bon, je ne vais pas trop raconter, mais on est avec Verklisan, etc. Donc, il faut aller vite. Et en fin de compte, c'est de construire, et ça c'est le projet quand même ici en Wallonie, c'est du big data en réalité. Donc ce n'est pas des capteurs, c'est pas la montre machin, etc. Tout le monde sort des trucs. Vous parliez de la chute tout à l'heure dans vos startups. Attention, la chute, ouais, c'est pas le problème, mais c'est pas encore au point. Par contre, le comportemental, comment on arrive en amont de l'urgence? Comment, je sais pas, quand on est avec Nestlé qui est en train de se déporter sur l'alimentation, comment on vit plus longtemps
entre guillemets, en bonne santé ou avec le moins de problèmes de dépendance possible, ça ouvre la porte à toute l'autre silver economy dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire au bien-être, au bien-vivre. Donc tous ces enjeux sont liés, mais il faut donc les prendre en compte. C'est possible, mais il faut les construire sociétalement. Rapidement, monsieur Zimmer. Il y a un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui, mais je crois que c'est la seule compétence. C'est la systémique. C'est-à-dire que pour comprendre les problèmes épineux, il faut une réponse systémique et participative. On n'a pas la prétention, là, tout ce qu'on est, d'avoir la solution à tous ces problèmes. Par contre, travailler ensemble, essayer de se comprendre et trouver la solution ensemble, je pense que c'est ça l'avenir. Et effectivement, tout à l'heure, vous disiez que vous parliez de l'emploi. Moi, je vois beaucoup de sociétés qui font de la téléassistance ou de la domotique, qui pensent les technologies, mais qui ne pensent pas aux problèmes. La première question qu'on leur pose, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le problème de l'utilité. C'est quoi le problème? Quel problème vous traitez? Ah, moi je traite le problème de la chute. Mais c'est quoi une chute? Bah je sais pas. Et en fait, des fois on s'aperçoit que la chute c'est un problème de iatrogénie, c'est un problème d'alimentation. Et en fait, ils trouvent une solution qui ne correspond pas au problème qu'ils cherchent à traiter. Et donc ça c'est tout le témoignage que vous avez apporté. Et franchement, face à vos experts, à votre expertise, je suis très humble parce que c'est très riche en termes de qualité. C'est évident qu'il faut que des jeunes qui développent des startups aillent vous voir, parce que vous avez les clés du problème, eux ils ont probablement les clés de la solution. Donc le lien il est tout là, et je suis d'accord avec vous que la Silver Economy, c'est ça que je voulais dire, vous savez, c'est un texte porté par un secrétariat d'État aux personnes âgées, c'est-à-dire rattaché au ministère de la Santé, rattaché au Premier ministre, rattaché au Président de la République. J'ai eu de la chance au Québec d'avoir un professeur qui était ministre de la Santé et qui a été mon directeur de thèse, le Régent Hébert, le docteur Régent Hébert, et qui est gériatre. Et qui me disait, c'est quand même assez drôle qu'en France, à chaque fois vous pensez des choses, mais de manière très intelligente, mais à chaque fois elles ne sont pas portées au plus haut niveau. C'est-à-dire que là, vous avez un projet qui est un projet de société. C'est génial. Pourquoi c'est porté par un secrétaire d'État aux personnes âgées? Et donc on en revient toujours à la question après du politique, c'est la volonté de montrer l'espérance, le cap. Je crois que c'est ça la Silver Economy, c'est on va vers le bien-être de tous. Et je pense qu'effectivement vos expertises vont nourrir pas mal de startups. Merci monsieur Zimmer. Systémique, on en parle également dans l'enseignement en Belgique.